je vais vous parler du plaisir de la caresse et de ses mystères. Alors, au premier abord, il est clair qu'il peut paraître surprenant d'appeler le philosophe à réfléchir la caresse, tant il est vrai qu'on ne voit pas très bien comment un pur et simple geste pourrait donner prise à la pensée, sinon lieu à un verbiage. En effet, comment faire de la caresse l'objet d'un discours s'il n'est rien de plus silencieux, s'il n'est rien de plus insignifiant, comme d'ailleurs les mots qui parfois l'accompagnent. La caresse est tout à sentir. Elle échappe au concept, donc, chose du monde la moins caressante. L'ambition d'en produire la raison semble donc, au premier abord, aussi vaine qu'incongrue. De surcroît, est-ce qu'il n'est pas agaçant, en vérité, que l'entendement se mêle de ce qui, premièrement, semble l'exclure, et de ce que, lui, semble juger indigne. Aussi, à supposer que l'entendement accorde à la caresse une réelle considération, ne doit-on pas craindre qu'il n'y comprenne strictement rien? Car l'entendement est la faculté des concepts. Ne serait-il pas ici comme une sorte de pachyderme, littéralement peau épaisse, dont le cuir, précisément, serait tellement épais, si froid aussi, qu'on ne voit pas très bien comment il pourrait manier le subtil épiderme? Comment il pourrait réfléchir vraiment la caresse? Celle-ci, en outre, nous le verrons, ne produit aucune œuvre, ne laisse aucune trace. Trop subtile, trop inconsistante, pas assez réelle, ou au contraire, effervescence. La caresse n'a donc pas d'objet. Elle ne produit rien. Elle se consume en s'opérant. Elle se consomme en se détruisant. Si bien que, comme nous le verrons, non seulement le plaisir de la caresse n'est pas sans intéresser le philosophe, mais on ne voit pas très bien comment la philosophie pourrait ne pas s'y intéresser. À cela, deux raisons, trois raisons plutôt, et même plus précisément, trois problèmes que nous aborderons successivement. Premier problème, que peut bien être le plaisir de la caresse, et est-il tellement certain qu'il soit exclusivement physique? Deuxième problème, si la caresse est bien l'opération d'un dessin des formes du corps, dessin dont le sillage s'évanouit pour se recomposer perpétuellement, est-ce que la caresse n'est pas l'épure du dessin lui-même, donc la recomposition sans fin de l'idée du corps? Du coup, le plaisir de la caresse ne prend-il pas un nouveau sens, celui de l'opération d'un acte démiurgique, c'est-à-dire d'un acte de création? Encore donc, plaisir de la caresse n'est-il pas le plaisir qui est celui de la création? Troisième problème, le plaisir de la caresse, nous demanderons-nous, n'est-il pas celui que j'appellerais le plaisir d'une désincarcération, d'une libération? Est-ce que le plaisir de la caresse n'est pas le plaisir de l'ouverture d'une communication authentique, d'une réelle communication avec autrui? Abordons immédiatement, évidemment, l'examen du premier problème que nous avons posé. Que la caresse soit prélude au désir, bien qu'elle soit le final d'une passion,
autrement dit encore qu'elle soit excitante ou apaisante, érotique ou maternelle, car la caresse achève les transes autant qu'elle les entame, elle est en tout cas ce qui témoigne d'une infinie douceur, d'une infinie patience, dont l'ardeur excède les gestes qu'il exprime. Or, n'est-il pas étrange qu'un acte aussi inconsistant, on devrait dire un acte expressément inconsistant, produise une impression aussi considérable? Si cette sensation, la plus extérieure et superflue, suscite et suppose un sentiment des plus intimes, beaucoup plus même qu'un sentiment, puisque Rousseau, le mal-aimé, l'expert en désespoir, déclare dans la lettre du 21 juin 1762, je cite, « que j'aime à être caressé, il me semble que je ne suis plus malheureux. » Fin de citation. Il me semble, dit-il, non pas qu'il doute de son bonheur, mais il n'en revient pas. Il ne comprend pas que seulement des caresses dissipent son malheur. Nul, pas plus que Rousseau, pas moins non plus, n'ignore donc cette vertu magique, ce pouvoir des mains, tellement plus forte que les mots, pour calmer un chagrin qui est toujours celui du corps, dont seule la caresse peut distraire la détresse. D'un plaisir donc, semble-t-il, tout épidermique, à une félicité ontologique, la caresse tient-elle donc le secret de ce qu'opère in concreto une sorte de mutation métaphysique. Purement sensuel, il faudrait dire si purement sensuel qu'il devient seulement sensible, ce geste de la caresse serait donc aussi le plus spirituel, presque noétique, presque créateur d'une connivence de la chair et de l'âme. La liaison qu'il faut ainsi penser d'une cause infime à un effet immense n'aurait sans doute pas lieu si celui-ci n'agissait au cœur de l'obscur assemblage d'un corps à une âme, là où quelques pressions des doigts ou des lèvres sont les seuls acteurs possibles du respect de l'amour. Ainsi va-t-il falloir élucider ici un double prodige qui fait sortir comme une âme du corps en même temps qu'il provoque un corps de l'âme. Cela peut se dire d'une façon encore plus nette, l'impression d'une expression. Voilà l'énigme de la caresse qui s'exprime tout en s'imprimant. Dès lors, comprendra-t-on jamais qu'une pure impression sur la finitude de la chair exprime quelque chose d'infini. Non plus seulement une transcendance de l'apparence. Nous devons saisir ici radicalement une transcendance dans l'immanence. En quoi la caresse, moment privilégié dans l'union d'un corps et d'une âme, mérite désormais l'attention d'un philosophe qui, en fin de compte, depuis l'aube de la philosophie, n'a jamais cessé d'investir ce couple impossible. En effet, revenons un instant à Rousseau, revenons au plaisir de la caresse tel qu'il l'évoque. Une caresse et je me sens un peu moins malheureux. Ce que veut dire Rousseau est assez clair. Le pouvoir des mains est celui de produire sous l'effet de la caresse non seulement du plaisir, non seulement un plaisir réputé charnel, physique, mais un soulagement moral, existentiel. Le plaisir de la caresse serait donc aussi celui d'un apaisement, d'une félicité spirituelle, ce qui, évidemment, pose problème. Car en effet, si on considère que le corps n'est pas l'esprit, autrement dit que la matière et l'esprit constituent deux réalités, deux substances distinctes, alors celles-ci n'ont rien de commun. Or, si elles n'ont rien de commun, comment un phénomène touchant l'une d'elles pourrait-il produire un effet sur l'autre? Comment, si le corps n'est rien de spirituel, une modification de celui-ci pourrait-il produire un effet quelconque sur l'esprit? Or, si Rousseau dit vrai, et s'il est clair que le plaisir de la caresse
est tel qu'il est, soulagement, c'est donc qu'il y a bien une relation effective entre ce que nous appelons le corps, le physique, et d'un autre côté, l'esprit. Le plaisir de la caresse apparaît ainsi comme une expérience métasensible, et pour être plus précis, peut-être comme l'expérience de l'union de l'âme et du corps. Alors, qu'est-ce que cette expérience dont je vous parle peut avoir de si particulier, d'intéressant, en dehors du fait qu'elle semble bien impliquée, nous l'avons vu, par l'effet rassérénant de la caresse? Eh bien, disons-le tout net, cette expérience est incompréhensible. Elle est inconcevable. Alors, elle est bien, au premier abord, indubitable, puisque si l'âme ne pouvait pas s'unir au corps, on ne voit pas du tout comment quelque chose de physique pourrait produire quelque chose de métaphysique. Mais elle est pourtant inconcevable, à supposer ici, bien sûr, qu'on ne rejette pas le dualisme de type platonicien ou cartésien. Car encore une fois, comment expliquer que l'âme puisse être affectée par le corps, donc que la caresse produise une satisfaction ou un plaisir de type moral si le corps et l'esprit n'ont rien de commun? On pourra évoquer la réponse de Descartes, exposée dans Les Passions de l'âme. Celle-ci ne nous satisfait pas du tout. Et ce n'est pas le lieu d'en débattre. Le bon sens, ici, nous paraît plus éclairant. Si deux choses n'ont rien de commun, comment pourraient-elles bien se relier? Cette question de l'union de l'âme et du corps, qui n'est autre que celle de la matière et de l'esprit, est d'autant plus intéressante que son examen débouche sur une espèce d'évidence paradoxale. Il est évident que le plaisir de la caresse manifeste l'union de l'âme et du corps, mais il est tout aussi évident que celle-ci est rigoureusement inexplicable. Là encore, à condition de ne pas esquiver la question de la relation en rejetant la dualité, ce que firent par exemple Épicure, qui opère une sorte de réductionnisme matérialiste, ou Spinoza, avec sa théorie qu'on appelle la théorie du parallélisme. La compréhension, d'une part, des termes du problème de l'union de l'âme et du corps, d'autre part, des raisons pour lesquelles l'expérience de la caresse envisagée à travers le prisme de Rousseau nous renvoie à cette question, permet peut-être d'identifier l'une des sources principales du plaisir de la caresse, et en particulier de ce bonheur de se sentir précisément soulagé d'un malheur. Il est en effet fort possible que le plaisir de la caresse soit double. On peut d'abord imaginer sans difficulté un plaisir, disons, charnel, physique, essentiellement épidermique. Mais quand ce plaisir est ressenti, je veux dire, dans le moment même où je l'éprouve, ne suis-je pas par là propulsé au seuil d'un autre plaisir, lequel se confond avec le premier, même si peut-être il en diffère? Quel plaisir, dira-t-on? Eh bien, le plaisir, le bonheur peut-être même de pouvoir, dans l'expérience du plaisir de la caresse, premièrement, imaginer la relation pourtant inexplicable de mon corps et de mon âme. Je dis premièrement, car à la vérité, je ne suis pas sûr qu'on tienne là l'essentiel. En effet, ce plaisir de la caresse n'est-il pas plus fondamentalement celui de l'expérience d'un commerce harmonieux entre mon corps et mon esprit? Certes, et nous insistons sur ce point car les choses ne sont pas simples ici, le plaisir de la caresse constitue bien un émoi physique, mais ce plaisir qu'on dit physique, dans le fait même de produire un réconfort moral, produit donc une autre satisfaction, un autre bonheur, celui, cette fois, du sentiment d'un authentique mariage de soi avec soi. Il est temps de revenir au geste, et non plus simplement à l'impression ou à l'effet que produit la caresse, de revenir à l'opération de la caresse qui ne pense pas, qui se fait d'ailleurs
sans y penser. Revenir au geste, par quoi le corps seul fait le plus grand charme de l'esprit, qui est pour une fois de vivre tout son être spirituellement. Les premières caresses s'appliquent à décalquer, tel qu'ils se présentent, tous les plans d'un corps, sans oser les déranger, ni même les distinguer. Elles ne marquent entre ces différents plans aucun primat. Elles répliquent en tout lieu un corps précieux. Et c'est en quoi elle évoque, je crois, le sens archaïque de l'art, car elle s'exerce comme une peinture primitive. Elle est donc si minutieusement descriptive qu'elle ne décrit plus rien, mais l'épouse, tant et si bien qu'elle ignore finalement ce qu'elle exprime. Ainsi fait-elle œuvre d'une extrême distinction qui opère entre ces différents plans du corps une entière confusion. Comme elle détecte les pleins, comme elle détecte les creux de la chair, telle qu'elle, elle la rassemble autant qu'elle la disperse. Elle est comme la synthèse incessante d'une analyse ou d'une dissolution indéfinie. C'est pourquoi, si peu que la caresse s'enhardisse, elle peut alors, dans son vagabondage, brosser tous les membres qu'elle circonscrit dans une sorte de symorphie qui les échange, les poursuit, les propage les uns dans les autres. Ce ne sont donc plus des membres d'un corps stupide, répandus çà et là, ni laborieusement rattachés les uns aux autres, car la caresse supprime la matière même, c'est-à-dire la résistance d'un épiderme. Et ainsi parvient-elle à annuler non seulement la pesanteur, mais l'existence même d'un corps qui devient l'ininterruption des caresses qu'on prodigue dans tous les sens, jusqu'à perdre l'idée de sa composition, l'idée d'être un composé borné dans l'espace. Effet suprême de la caresse, voilà donc que le corps s'évade du corps, devient cette chair immatérielle, sans partie, donc illimitée, donc impérissable, puisque insusceptible de se décomposer. Le projet d'un corps perpétuel, donc d'un corps éternel, et en ce sens d'un corps qui n'est plus un corps, telle est sans doute la motivation de la caresse, jusqu'à produire enfin le corps d'un immortel simulacre du corps. On comprend mieux maintenant l'étrange bonheur de Jean-Jacques Rousseau. Lorsque l'enveloppe de chair, le corps qui nous promet la mort, nous protège de mourir, et c'est bien ce qui se produit, puisque la caresse semble annuler l'existence du corps pesant. Alors, nous pouvons goûter l'extraordinaire bonheur d'une vie détachée de la mort. Le plaisir de la caresse est donc cette fois plaisir d'imaginer la possibilité d'échapper à la mort en se libérant de la pesanteur du corps. Cela dit, il y a sans doute autre chose qui s'opère dans le procès de la caresse. Car quand bien même celle-ci serait entièrement dévouée à l'être caressé, et quand cette dévotion, loin d'être feinte, serait la plus sincère, est-il tellement incongru qu'une si sincère dévotion puisse en même temps préparer la formidable possession d'une proie qu'elle rend inestimable? Soyons clairs, de quoi jouit-on vraiment dans ce plaisir qu'on dit physique, sinon de subjuguer enfin l'âme redevenue le corps dont on l'a délivré? Comment ignorer, dans la caresse, le lien de la douceur et de la violence, de la tendresse de la caresse à la morsure, lorsque, autorisé autant qu'exacerbé par le respect de ses premiers devoirs, le désir peut enfin prendre la chair, rien que la chair, d'une âme suffisamment célébrée pour enfin s'y abandonner. N'est-ce pas alors que la mutation métaphysique dont nous avons jusqu'ici parlé s'inverse en domination archi-physique? La caresse supprime le corps qu'elle adore. La caresse annule l'existence de ce qu'elle efface en redessinant sans fin les contours, les creux, les plis. La caresse, avons-nous dit, dématérialise. Elle serait comme l'exercice d'une désensibilisation du corps, comme l'instrument d'une réduction à l'essence, d'une réduction
eidétique, je veux dire d'une ascension nous menant par le corps au-delà du corps. Mais elle est aussi ce à travers quoi, dans l'annulation de l'existence du corps, pourrait bien s'opérer la subjugation et en un mot, la possession de l'autre. L'autre dont on aurait tellement célébré l'âme à force d'effacer le corps, l'autre qu'on aurait tellement magnifié et élevé par la caresse, l'autre sur lequel on aurait par là même acquis, sinon un droit de possession physique, du moins un pouvoir et un droit de domination résolument physique. Il est temps d'étudier maintenant plus avant le second point que nous avions annoncé dans notre introduction, à savoir la question de savoir si le plaisir ne serait pas le plaisir de la caresse, celui d'une authentique création. À plusieurs reprises, nous avons évoqué un art de la caresse, et même envisagé qu'elle soit la geste initiatique de l'art. Art de l'œil, art du toucher, du tact, elle est bien l'architecte et le sculpteur infatigable du corps. Elle a avant tout donc ce qu'on pourrait appeler le génie du dessin. Quand elle arrive à saisir l'exact contour des formes de la chair, sur l'extrême lisière de l'espace et de la peau, alors vraiment, elle décide, elle crée la propre effigie d'un corps. Si le dessin est l'art le plus pur, alors celui de la caresse l'est encore plus, puisque son œuvre ne se fait sans aucun dessin. La caresse, qui dessine la forme d'un trait, qui opère son effacement, est donc au trait du dessin ce que ce trait est à la peinture. De telle sorte que si la caresse est ce trait qui se réinvente sans cesse de ne déposer aucune trace matérielle, alors la caresse est le geste par lequel le corps est sublimé dans l'idée ou dans son archétype. De sorte que le plaisir de la caresse peut ainsi, une nouvelle fois, être questionné. S'il n'est pas moins celui de caresser que celui d'être caressé, il devient plaisir non plus d'une célébration, mais d'une authentique création. La caresse crée l'épure du corps. Elle le crée en le dessinant, et en le dessinant, elle réalise sa forme. Je veux dire ce qui, dans la perception sensible, n'est plus sensible. On pourrait ici être tenté d'envisager la caresse sur le modèle d'une espèce d'ascension dialectique, de type platonicien. La caresse serait l'opération par laquelle le corps sort de sa caverne pour découvrir son être authentique et donc essentiel. Gardons-nous pourtant d'une telle tentation, qui, pour être sensée, ne nous satisfait pas totalement. La raison en est simple. Dans l'ascension dialectique de type platonicien, l'essence existe indépendamment de l'esprit qui se tourne vers elle. L'essence est chose, elle est substance qui existe en soi. L'œil de l'esprit, pour parler comme Platon, la découvre. Et il la découvre parce qu'elle existe indépendamment de cette découverte. Or, la caresse ne découvre pas une réalité qui transcende le corps. La caresse ne se hisse pas au niveau de l'essence. La caresse la crée. Elle opère une mutation. Elle opère une mutation proprement métaphysique, de sorte qu'elle est une sorte de jaillissement de l'être, et qu'il n'est pas du tout impossible que ce jaillissement de l'être, cette explosion de vie et d'énergie, soit accompagné, chez tous ses protagonistes, d'une joie spontanée. Kant ne dirait-il pas ici que la caresse forme le geste d'une beauté à la fois la plus vague et la plus adhérente? La beauté la plus vague, car recréant sans cesse un corps qu'elle dessine, elle n'est déterminée par aucun concept, aucune règle. La plus adhérente, s'il est vrai qu'elle s'évertue à cerner au plus près la singularité d'une forme, impossible à définir totalement. À ce stade de l'analyse,
il nous reste à réfléchir la caresse sous le troisième angle que nous avions indiqué. Car au seuil d'une différence qui est au bord d'une confusion, la caresse apparaît comme l'acte éminemment critique de séparer des corps qui se limitent. Vous vous souvenez de ce troisième point, troisième problème que j'avais annoncé? Le plaisir de la caresse n'est-il pas le plaisir de l'ouverture de la possibilité d'une authentique communication intersubjective, donc d'un authentique rapport à autrui? La caresse discerne, disais-je, distingue autant qu'elle conjoint, et elle fait cela par le trait qu'elle efface tout aussitôt. Son exercice n'est donc nullement étranger à celui de la critique et à l'exercice de la faculté de juger. En séparant des corps qui se limitent, en traçant cette limite, la caresse constitue l'opération de la découverte de l'irréductible étrangeté de l'autre, dont seuls mes doigts peuvent saisir l'indicible existence. Expérience, disais-je, authentique de l'intersubjectivité. Car quelque chose n'est d'abord que ce qu'on touche. On caresse donc quelque chose qui, par la confiance qu'on lui marque, fait avant toute connaissance apparition. Il peut paraître trivial de le préciser à ce stade de notre réflexion, mais si la caresse est l'exercice de la rencontre de l'autre, de sa découverte, est-il tellement étonnant qu'elle produise la plus intense satisfaction? De quoi avons-nous peur, en effet? Que redoutons-nous par-dessus tout, sinon la solitude et l'impossibilité de communiquer avec autrui? Or, n'est-ce pas cette crainte que l'expérience de la caresse nous aide à dépasser, ou à tout le moins à maîtriser? Dans la découverte de l'autre, que constitue, disions-nous, la caresse, s'ouvre alors sans doute l'espoir d'échapper à l'enfermement de la conscience. Le plaisir de la caresse n'est-il pas aussi, par conséquent, le bonheur d'imaginer rompre ma solitude et d'imaginer la possibilité de faire société avec l'autre? C'est en quoi, précisément, ici, la caresse annonce la pensée. Si penser vraiment est réfléchir et méditer, et si penser est penser avec ou penser pour autrui, autrement dit, en supposant la présence d'autrui et la possibilité d'échanger avec lui. Ceci permet dès lors de comprendre que de par sa patience et de par son attention, mais de par aussi la passion qui souvent l'anime, la caresse offre le modèle d'une générosité dont l'action première est l'humilité. Ce qui ici signifie deux choses. La première, que la caresse, si elle est authentique, est peut-être bien morale, ce qui ne veut pas dire ici conforme à une norme, mais pleine d'une attention vraie à l'autre. Loin d'être cupide, loin d'être intéressée, la caresse, pourvu qu'elle soit authentique, pourrait être envisagée aussi comme l'expression la plus brute et naturelle de la générosité et du don. La seconde, que si elle manifeste ce que nous appelons de la tendresse, la caresse n'est peut-être pas tant ce qui exprime ou traduit cette tendresse que ce qui l'engendre ou la produit. En effet, à la faveur d'une main purement attentive à ce qu'elle touche, n'importe quoi peut devenir beaucoup, devenir ce qui est la beauté même de l'être. Et n'importe quoi rend bientôt l'âme qu'on lui donne, car contempler la beauté, n'est-ce pas en effet caresser du regard un regard qui nous caresse? On pourrait ici évoquer le portrait de Mona Lisa pour illustrer ce propos. Car moins qu'un geste, plus qu'un rêve, entre agir et songer, caresser et donc contempler l'acte même de ce qui est la puissance de l'esprit. Aussi la main de l'homme n'aurait-elle
aucun des génies qui en font la main de l'âme, si d'abord elle n'était l'âme qui ne fait que caresser. Le loisir donc de la caresse n'est-il pas, de fait, l'école de la pensée sur le terrain précis du corps? Au terme de cette méditation, il semble que la théorie de la caresse, pour autant que nous ayons pu la promettre, ne soit plus à faire. La raison en est simple, en un sens. Parce que la caresse est une expérience métasomatique. Parce que le plaisir de la caresse est quant à lui, celui d'une découverte prenant pour objet le mariage du corps et de l'esprit, mais aussi la possibilité d'atteindre l'autre dans sa singularité. La caresse est elle-même une théorie. Théorie de l'être, théorie de l'esprit, théorie de la générosité, théorie de la rencontre. On peut même aller plus loin. La caresse est peut-être bien la pensée en acte, la théorie en action. Bien sûr, cette lecture est un peu risquée, ne serait-ce qu'au regard de notre représentation commune du plaisir de la caresse. Car comment un plaisir aussi sensible que le plaisir érotique, par exemple, pourrait-il faire signe de l'existence d'une réalité strictement métaphysique, comme nous avons essayé de l'expliquer? Or, si notre analyse n'est pas tout à fait contestable, c'est bien une pure noblesse de la caresse que nous nous sommes évertués à mettre en évidence. L'emploi de cette notion, la noblesse de la caresse, n'est évidemment ici ni fortuit ni innocent. Car c'est bien en vertu d'une représentation qui nous semble réductionniste et par trop puritaine du plaisir de la caresse qu'il nous a semblé nécessaire de reconsidérer cette question en mettant précisément en évidence ces enjeux. En ce qu'il parle autant à l'animal qu'à l'esprit, en ce qu'il parle autant à l'esprit qu'à l'animal, le plaisir de la caresse est sans doute le premier signe spirituel de l'animal qu'est l'homme. Le terme de notre propos pourrait ainsi toucher ici au seuil d'un autre. Si le plaisir de la caresse est celui d'une sublimation du corps et de la recréation sans fin d'une pure forme, alors le toucher, le plus grossier de nos 5 sens, ne serait-il pas le plus élevé? Je vous remercie de votre attention.